la question de l'utilisation de la montagne par les humains depuis fort longtemps. On va dire la préhistoire, comme c'est très vaste, je te laisserai détailler. Hein. On sait que ces montagnes sont humaines depuis très très longtemps, je viens de le dire, et qu'elles continuent à l'être. Par contre, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se répètent, dont on ne sait peut-être pas forcément tout. On n'a pas de témoins qui nous causent de cette époque. Mais il y a des gens comme Pablo, des archéologues, qui arrivent à faire causer finalement les peu de restes, ou les beaucoup de restes, c'est très relatif ça, que nous ont laissé ces personnes-là d'avant. Donc je laisse la parole à Pablo. Après on prendra un petit peu de temps aussi pour s'il y a des questions comme ça, pour en apprendre davantage. Liberté. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, Pablo Marticorena, je suis donc archéologue au sein de l'Université populaire du Pays Basque et je suis rattaché au laboratoire de recherche Ozonius qui est à Bordeaux. Donc l'idée, effectivement, là, de ce que je vais vous présenter, c'est vraiment d'essayer de parcourir un petit peu cette longue histoire de l'homme avec en toile de fond, effectivement, la montagne. Et puis, on va ponctuellement essayer de revenir peut-être sur quelques idées reçues ou sur quelques petites choses que l'on trouve régulièrement dans la littérature ou sur l'histoire de l'homme dans les montagnes basques. Donc voilà, donc moi je suis spécialiste, pour dire aussi les choses, c'est que je suis spécialiste donc de ce qu'on appelle le néolithique, on va y revenir, c'est le début de l'agriculture et de l'élevage. C'est cette période où l'homme commence à faire de l'agriculture et de l'élevage, c'est la période où il se sédentarise, etc. Ça, on va y revenir. Donc, je ne peux pas être spécialiste de tout, évidemment, et je suis plutôt spécialisé sur l'ouest des Pyrénées, donc Pays Basque, beaucoup, et puis j'ai aussi une fouille dans les Hautes-Pyrénées, etc. Mais voilà, c'est un peu ça le domaine d'action. Donc, je vais par moment... Hop. Ah, si tu peux me remettre... Non, tu as le code là. Excuse-moi. Donc, ponctuellement, je vais parler de toutes les Pyrénées, mais ça sera surtout après des exemples qui concernent notre secteur ici, quoi. Voilà. Alors, on peut commencer avec ça. Donc déjà, pour qu'on puisse partir sur les bonnes, sur se comprendre, déjà vous expliquer qu'est-ce que l'archéologie. Alors, ça me paraît un bon point de départ quand même pour vous expliquer la position depuis laquelle je vais m'exprimer, quoi. Donc l'archéologie, donc en grec, l'étymologie du mot archéologie, c'est le discours sur l'ancien. Voilà. Donc on va parler de l'ancien. Et l'archéologue, il a 3 missions. Ça va être d'une part de découvrir et de conserver les traces du passé. À partir de ces traces matérielles, ça va être de reconstituer les sociétés humaines. Donc on ne travaille que sur l'humain, évidemment. Et puis la dernière mission, c'est de transmettre la connaissance. Donc là, on est en plein dedans là, maintenant. Le point de départ, c'est que, en fin de compte, l'objet qui va être fabriqué par les hommes, l'action qui va être accomplie, notamment vis-à-vis de l'environnement, etc., vis-à-vis des besoins qu'il va avoir de chasse, d'élevage, de fabrication d'objets artisanaux, etc., tout ça vient d'un conflit, en fin de compte, d'une relation entre l'homme et la nature. Et ça, c'est vraiment au centre de nos interrogations actuelles. Ce résultat, il est le reflet, en fin de compte, d'un équilibre qui est atteint par les sociétés dans cette relation entre l'homme et la nature et par rapport à ce qu'elles pensent, par rapport à leur savoir, leur connaissance, leur imaginaire, etc. Voilà, ça c'est très important. Ce qui nous amène, en fin de compte, à définir des cultures matérielles, donc on en parlera un petit peu, mais vous en avez déjà sans doute entendu parler. Par exemple, on définit le magdalénien, l'orignacien, etc. Donc toutes ces cultures de la préhistoire, qui sont parfois des très grandes cultures, qui durent des fois plusieurs milliers d'années. En fin de compte, nous, on les définit par ce corpus matériel, c'est-à-dire la façon dont ils vont tailler les objets, la façon dont ils vont décorer les céramiques, la façon dont ils vont enterrer leurs morts, etc. Tout ça va faire qu'on va pouvoir définir des cultures simplement à partir donc des restes matériels. En fin de compte, on a au bout du compte cette relation qui est donc entre l'homme, la matière et son milieu,
qui est le document, en fin de compte, essentiel, parfois indirect, parce qu'évidemment, l'environnement passé, il a disparu, mais c'est un document qui est essentiel et qui est la base de notre travail. J'ai mis une petite phrase là. L'archéologie est aussi un sport de combat. C'est évidemment une référence à Pierre Bourdieu pour ceux qui connaissent. De dire aussi que l'archéologie, c'est s'intéresser au passé, mais en s'intéressant au passé, c'est aussi avoir une place dans ce qu'on fait dans notre société d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement là pour dire comment c'était avant, mais c'est grâce à ce qu'on sait, grâce à notre réflexion, qu'on peut se positionner sur aujourd'hui. Et c'est extrêmement important, par exemple, sur cette relation à la montagne, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui s'est passé dans nos montagnes, pour savoir qu'est-ce qu'on veut en faire, pour savoir quelle est notre place dans toute cette histoire, et pour avoir, en fin de compte, des moyens, par exemple, de lutter contre des déforestations trop importantes, ou par exemple, tout simplement pour pouvoir se placer, en fin de compte, dans nos sociétés. Je terminerai cette petite présentation en disant que 2022 a été une année extrêmement particulière. Peut-être certains ont pu voir, notamment Média Basque, Radio Irouléguy, etc. On se sont fait le relais de ce qu'on a. Les échos ont essayé de passer le relais de ce qu'on a essayé de ce qu'on a vécu, c'est-à-dire une baisse extrêmement importante des subventions publiques. Et dans un contexte où ici, au Pays Basque, il n'y a pas de tradition d'archéologie. Alors, il y a plein de raisons à cela, notamment on n'a pas d'université en Pays Basque Nord, je parle. C'est un peu différent en Pays Basque Sud, évidemment. Mais en Pays Basque Nord, on n'a pas d'université. C'est-à-dire que si on veut faire de l'archéologie, on va soit à Bordeaux, soit à Toulouse. Donc on est loin, en fait, d'ici, avec Bordeaux qui est plutôt tourné sur la Dordogne, évidemment, sur la Gironde, sur la côte. Et Toulouse qui est plutôt tourné vers la Méditerranée. Et en fin de compte, donc, on a ici un déficit d'enseignement. Et de la même façon, dans la valorisation, ça va se ressentir. Si vous allez au musée basque, il n'y a pas d'archéologie ou quasiment pas. Donc c'est quelque chose qui est très très, très flagrant. Donc ça fait partie de l'historique, et ça s'ajoute notamment aussi au fait que la culture basque, c'est essentiellement défini par des critères immatériels, et nous on parle que de critères matériels. Et ce qui fait qu'effectivement, souvent on nous pose des questions. Alors les rares fois où on vient voir les archéologues, c'est pour leur dire mais est-ce que c'était des Basques ou est-ce que ça existait? Mais en fin de compte, nous on ne peut pas répondre puisque c'est deux choses complètement différentes. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement important, qui nous a mis cette année, en 2022, dans une situation extrêmement difficile, puisque ce désengagement de l'État, qui n'est pas nouveau, qui a été simplement extrêmement violent cette année, il a été dans d'autres secteurs, c'est pas dans les Landes, dans les Hautes-Pyrénées, en Dordogne, etc. Il a été un peu amorti, on va dire, par le fait que les collectivités territoriales s'étaient déjà emparées, se sont encore plus emparées de cette question de l'archéologie, alors que nous, au Pays Basque, ça n'est pas le cas. Et du coup, on n'a même pas d'interlocuteur. C'est-à-dire que si on va à la CAPB, qu'on dit on fait de l'archéologie, on dit mais la CAPB ne fait pas d'archéologie. Donc on n'a même pas d'interlocuteur. Donc on ne sait même pas à qui on doit parler. Alors heureusement, il y a quand même des élus qui nous entendent. Il y a eu cet écho médiatique. Et puis quand même, là vous voyez, vous êtes nombreux. Souvent, quand on fait avec l'Université populaire des conférences, des cafés archéo, quand on va dans les écoles, il y a du monde, ça fonctionne. Donc on voit que c'est quand même un sujet qui intéresse. Et c'est aussi ça qui nous fait tenir. Voilà. Donc il y a quand même quelques notes d'espoir dans tout ça. Je vous mets, j'ai mis là juste sur la table devant, on a notamment, pour essayer de faire quelque chose, on a proposé des graines de menhir, voilà, pour essayer de financer de façon un peu participative l'archéologie. Donc si ça vous intéresse, on pourra en reparler. C'est un peu humoristique, mais c'est pour essayer de nous aider un peu. Voilà. Alors, sur la question donc, de l'archéologie et sur comment on appréhende l'environnement, ce qui est au centre de notre question par rapport à la place de la montagne, il y a plusieurs choses. Je vais faire assez vite avant qu'on rentre vraiment dans l'histoire, mais sur les sites, déjà, on peut faire des prélèvements, par exemple. On peut essayer de voir si on peut faire des prélèvements au sein, par exemple, des céramiques, savoir ce qu'elles ont pu contenir en termes de céréales, en termes d'aliments, etc. Est-ce que c'est de l'alimentation domestique ou sauvage, etc. Ça peut nous indiquer. On peut faire des prélèvements au sein, donc par exemple sur la photo en haut à droite, vous avez une fosse silo, donc c'était une espèce de réserve de graines en fin de compte, donc on peut à partir de là savoir quelles espèces étaient exploitées par exemple. On peut aussi directement questionner comment on pourrait dire ça, l'installation des sites au sein de l'environnement.
Je vous montre un exemple, là, c'est les deux photos du bas, là, celle à gauche et puis celle en bas à droite. C'est l'installation d'un dolmen et du tumulus d'un dolmen. Alors là, on est dans les Hautes-Pyrénées, mais c'était particulièrement parlant. C'est qu'avant qu'ils installent ce monument, les hommes donc du néolithique, en l'occurrence ici, ont entièrement défriché et entièrement aplani la zone. Donc ça veut dire des travaux qui sont sur plusieurs centaines de mètres carrés, des travaux d'aménagement et de modification de l'environnement qui sont très importants. C'est-à-dire qu'on va araser des reliefs, on va en remonter des nouveaux, etc. Donc on peut avoir un impact très, très important. On l'a vu aussi, pour ceux qui connaissent par exemple le dolmen de Gasteignat à Mendive, on est là en zone de montagne, et là pareil, on a un aménagement qui est humain, qui est complètement fou, qui représente près de 30 tonnes d'argile qui ont été mobilisées. Enfin, c'est complètement délirant. Donc c'est vraiment, on peut avoir un impact fort, et on peut, nous, essayer de le mesurer sur les sites. Et puis on peut aussi travailler autour des sites. Alors là, je vous montre un exemple. Alors souvent, par exemple, quand on veut avoir l'histoire sur le temps long d'une vallée, par exemple, d'un environnement, on va faire ce qu'on appelle des carottages. Donc c'est la photo en haut à droite. Donc on plante en fin de compte un tube dans le sol, et ce tube, alors souvent c'est dans les tourbières parce que ça se conserve bien. Ce tube, en fin de compte, on va récupérer à l'intérieur tous les pollens, toutes les graines, même y compris les excréments fossilisés, etc. Et on va pouvoir reconstituer l'histoire du paysage à partir de là. C'est-à-dire, là, on avait plutôt du feuillu, puis là, plutôt du conifère, etc., etc. Et mesurer même, à un moment donné, l'impact de l'homme dans ces changements. On peut même avoir, par exemple, des paléopollutions. Ça a été très bien vu dans la vallée de Baïgorry, ou la tourbière qui est en haut, aux Aldudes, à Quinto, dans le pays de Quin. On a pu voir notamment des traces de pollution liées à la métallurgie. Vous savez que c'est un secteur dans lequel il y a eu beaucoup de métallurgie. Il y a eu des traces de pollution ancienne, qui ont des fois plusieurs milliers d'années, qui ont pu être mesurées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Donc voilà comment on peut après faire le lien entre les restes archéologiques et puis les données environnementales, et au final, comment après on peut avoir cette histoire de l'homme dans son environnement, dans la montagne. Alors je vais commencer par faire un peu de chronologie quand même, et pour qu'on regarde un peu ça. Alors là, il y a beaucoup de choses sur cette illustration. Vous avez en haut la chronologie. Alors là, on est vraiment sur l'ouest des Pyrénées. Pour le moment, les plus vieux sites qu'on connaisse sont autour de 200 000, peut-être un petit peu plus vieux. On pourrait peut-être aller jusqu'à 300 000 ans avant notre ère. Et donc là, c'est une chronologie à l'échelle. Donc vous voyez le zéro, vous voyez la flèche, vous voyez qu'on représente très très peu de choses à l'échelle de l'histoire de l'homme. En dessous, vous avez quelques exemples d'objets, mais ça, on pourrait y revenir. Vous avez les espèces humaines. Globalement, alors, pour le moment, en Pays Basque Nord, on est juste sûr de la présence de Néandertal et d'Homo sapiens, c'est-à-dire nous. En Pays Basque Sud, ils ont la présence d'Heidelbergensis, donc il est probable qu'il ait existé aussi de notre côté. Voilà, en tous les cas, il n'y a pas vraiment de raison qui s'oppose à cette vision-là. Et ce que vous avez en bas, les phases rouges et les phases bleues, eh bien, en fait, c'est les phases climatiques. Quand on est en rouge, on est plutôt dans des phases de climat chaud, ce qu'on appelle des phases interglaciaires. Et quand on est dans les phases bleues, on est dans des phases glaciaires. Alors évidemment, ça a un énorme impact, parce que vous imaginez bien que la montagne en phase glaciaire ou en phase interglaciaire, c'est pas la même. Je vous ai mis juste deux petites illustrations de ce que ça peut donner dans une vallée comme la Nive. Ça, c'est tout à fait, c'est des illustrations, mais on va avoir en phase interglacée, on est en ce moment en phase interglaciaire, donc vous voyez à peu près ce que ça donne, des paysages avec de la forêt, etc., des températures moyennes autour de 10 à 13 degrés, etc. Et puis, en phase glaciaire, en fait, il faut imaginer que tout le secteur, alors déjà, on a des gros glaciers et toutes les parties hautes sont complètement enneigées, etc. Et puis dans les parties basses, on est sur une espèce de steppe, de toundra, donc de l'herbe rase, quelques arbustes, et puis il fait extrêmement froid. Voilà. Et donc ces phases, elles sont cycliques, c'est dû au mouvement de la Terre autour du Soleil, et puis de la façon dont la Terre elle tourne. Vous savez qu'elle tourne de façon ovale, et en plus avec cet ovale qui bouge en 3D. Donc c'est ça qui donne ces variations. Et évidemment, au sein de ces périodes-là, on a à l'intérieur même des variations, c'est ce que vous pouvez voir. Voilà un peu pour le cadre général. Donc tout ce qui est en bleu, c'est tout ce qui est la préhistoire, vraiment ce qu'on appelle la préhistoire, le paléolithique.
La partie rouge, vous voyez, il y a une date à 5300. C'est pour le Pays Basque Nord, c'est les premières traces d'agriculture et d'élevage. Donc c'est ce qu'on appelle le néolithique. La phase en jaune, c'est ce qu'on appelle la proto-histoire. Hein, c'est les âges des métaux, âge du bronze, âge du fer. Et puis le bout après zéro, en fin de compte, on est dans les périodes historiques, hein, donc l'Antiquité, le Moyen-Âge et jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Durant donc, les phases vraiment anciennes, donc durant le paléolithique ancien moyen, donc j'ai dit autour de probablement 200 000, peut-être un petit peu avant. La date en Pays Basque Sud sur Heidelbergensis, elle est autour de 220 000 avant. De toute façon, avant ou après, là on n'est plus à 2000 ans près. Mais bon, voilà, on va dire qu'on est autour de ça. Donc voilà, c'est à peu près ça. Il y a des dates, on n'a pas de date réellement aussi ancienne en Pays Basque Nord, même si on a des objets qui probablement vont dans cette période-là, notamment des découvertes récentes en vallée d'Ergaraï. Et après, vraiment des sites réellement datés, vous avez notamment sur Bayonne, lors de la construction de la clinique Capio, qui s'appelle Ramsay maintenant, Bellara. Là, on a des dates autour de 120 000, 140 000. Donc là, on a des dates assez anciennes. Donc, pour l'instant, on peut se poser la question sur la présence des Heidelbergensis. Par contre, Néandertal, on en a des restes dans plusieurs grottes du Pays Basque. Donc ça, du Pays Basque Nord, il n'y a pas de souci. Ce qu'on peut noter, c'est que d'une part, donc à cette période-là, l'homme et les nomades, donc ils bougent régulièrement. La montagne fait à ce moment-là partie complètement de ces zones de passage. On n'a pas pour l'instant de preuves qu'ils vivaient par exemple à des altitudes assez hautes. Alors ça peut être pour plusieurs raisons. Un, c'est peut-être parce qu'ils n'y étaient pas et que simplement ils y passaient, par exemple pour chasser, puis qu'ils redescendaient en fin de journée, ou c'était vraiment des haltes temporaires. Soit il y a un autre facteur, c'est que les zones de montagne sont aussi des zones d'érosion, et donc ça ne facilite pas la conservation des sites archéologiques. En tous les cas, voilà, on a des sites qui sont à la fois des sites en grotte, en abri, et puis aussi des sites de plein air. Voilà, j'ai parlé de Bayonne, en vallée d'Ergaraï, pareil, on a des sites de plein air, et dans les Arbailles, on a des sites en grotte. Une des dernières nouveautés, une des choses qui est ressortie vraiment des études de ces toutes dernières, ces derniers mois, ces dernières années, c'est le fait que Néandertal était probablement un bon montagnard et bien meilleur montagnard que l'on ne pouvait l'imaginer. Alors ça, c'est quelque chose qui est très très important, et c'est même quelque chose qui est Néandertal, c'est comme une espèce donc, qui existe à l'échelle de l'Europe, et c'est quelque chose qui n'a pas été vu même dans d'autres massifs, mais que nous, on commence à bien voir. Alors vous avez notamment les deux cartes qui sont à droite. Ces deux possibilités, en fait, on travaille sur on essaye de quantifier l'énergie qu'il faut pour se déplacer et pour relier des sites sur lesquels on sait que les hommes sont passés à la même époque, au même moment. Alors notamment grâce au mouvement des silex. C'est pour ça que je vous ai montré là 2 silex. Vous avez 2 silex notamment de la vallée de l'Ebre qui ont été retrouvés dans une grotte qui est dans les Arbailles. Donc ces silex, ils ne sont pas venus tout seuls évidemment, donc ils ont bien été transportés par des hommes. Et donc on essaye maintenant avec des modèles de voir par où les hommes ont pu passer. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'un des chemins les plus intéressants et qui coûtent le moins en termes d'effort, c'est de passer par les montagnes. Alors notamment, il y a un passage qui est possible par la vallée des Aldudes. Voilà. Et donc il y a plusieurs hypothèses qui ont été posées. C'est des collègues qui travaillent là-dessus. Et notamment, voilà, vous avez ces cartes qui sont proposées. Donc ce sont des propositions, mais je vous le dis, on est en train de lancer un programme de recherche justement là-dessus, sur quel est l'impact notamment de la haute vallée de la Nive et des affluents dans cette zone-là, sur les passages humains et sur les passages notamment versant nord, versant sud. Voilà. Alors qu'avant, jusqu'à présent, on privilégiait souvent le passage par le corridor, en fait, par l'Atlantique, en disant c'est plus facile de passer le long de la plage, etc. Mais on s'aperçoit que c'est peut-être pas forcément le cas. Durant le Paléolithique supérieur, donc là on change d'espèce, donc on est maintenant avec Homo sapiens, donc avec notre espèce, on est toujours nomade, il occupe toujours l'ensemble du territoire avec ces mêmes problématiques. Par contre on est dans un climat qui est froid, ça c'est indéniable, et donc avec certainement des zones d'altitude qui sont peu favorables à la vie. Par contre, on a un climat qui est froid, qui est ouvert. Donc il faut imaginer une steppe avec des grands troupeaux de rennes, de chevaux, etc. qui parcourent. Il faut imaginer un monde animal aussi très très présent, quoi. C'est
On peut s'en rendre compte notamment avec les dessins, dans les peintures dans les grottes. C'est des dizaines, ces centaines d'animaux qui sont dessinés. En fait, c'est parce que ça doit être extrêmement impressionnant. On est sur des groupes humains très réduits et sur une faune qui est extrêmement abondante. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très important, on n'a pas image, nous, on ne peut pas se rendre compte en fait, mais c'est quelque chose qui devait être très, très, très impressionnant. Et on a différentes cultures humaines qui vont se développer durant ce Paléolithique supérieur. Ce qu'on remarque, c'est que quand même, notamment avec ce nomadisme, on a quand même une circulation entre le versant nord et le versant sud, entre l'océan et la montagne, qui est assez bien documentée pour toutes les périodes. Et notamment, je vous montre donc des exemples. Là, vous avez sur la gauche des pointes de saguet, donc des armes de chasse qui sont réalisées sur des os de cétacés et qui ont été retrouvés à Isturitz. Donc il y a bien des mouvements, des prélèvements même de gros animaux marins, et puis qui vont bouger. Et pareil dans la variété des silex, où on voit qu'il y a des silex qui viennent évidemment des Landes. Il y a beaucoup de silex, du flysch, là, de Bidache, qu'on retrouve aussi sur la côte, sur Biarritz, etc. Et puis on retrouve tous ces silex aussi du versant sud qu'on retrouve dans la vallée de l'Èbre. Donc ça, c'est intéressant, il y a une grande variété de matières premières, ce qui complique d'ailleurs l'exercice. Voilà donc pour le Paléolithique supérieur. Avec le passage au néolithique, donc ce qu'on appelle la révolution néolithique, là, il y a pas mal de changements. Donc on va passer d'une économie de prédation à une économie de production. C'est-à-dire qu'on va abandonner petit à petit, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on va abandonner la chasse, la cueillette, la pêche, pour aller vers une économie donc d'agriculture, d'élevage, finalement des pratiques même de forestières, etc. Donc certains considèrent que c'est la première révolution de l'histoire de l'humanité. Toutes ces innovations, elles nous viennent du Proche et du Moyen-Orient. Donc vous vous rappelez sur le graphique avec les variations climatiques, on est aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'Holocène, donc une période interglaciaire, une période chaude. En fin de compte, au moment où on a ce réchauffement, la faune et la flore vont devenir donc extrêmement abondants, et notamment dans la zone qu'on appelle du croissant fertile, sur le Proche et le Moyen-Orient. Et les hommes, ils vont avoir une idée, c'est d'arrêter de courir après les animaux, ils vont les enfermer. Et puis au lieu d'aller des heures et des heures dans la forêt à chercher à cueillir des plantes, et en fait, ils vont les récupérer, puis ils vont les planter autour de la maison. Puis donc, du coup, ils vont se sédentariser, quoi. Donc tout ça provoque évidemment énormément de changements. Mais donc tout ça se passe autour du croissant fertile. Pendant ce temps-là, là vous avez les dates, autour de 8500, 7800, etc. Pendant ce temps-là, nous, on a encore des chasseurs-cueilleurs ici. Et puis, l'agriculture et l'élevage vont provoquer, en fin de compte, avec une alimentation qui est plus riche, notamment en sucre, etc., avec les céréales, il va y avoir une importante expansion démographique, ce qui fait que les groupes humains qui jusqu'à présent étaient assez restreints vont devenir de plus en plus gros, et ils vont chercher donc à aller ailleurs, et notamment à aller cultiver ailleurs, à aller placer les animaux ailleurs. Et donc, ils vont parcourir, donc il y en a qui vont prendre la Méditerranée, c'est ceux qui vont arriver jusqu'ici, et puis il y en a qui vont prendre le Danube, et qui vont remonter jusque dans la partie nord de la France. Donc, il faut avoir donc aussi en tête que donc, tous les animaux et toutes les plantes domestiques qu'on a aujourd'hui viennent du Proche et du Moyen-Orient. Voilà, toutes les brebis, en fin de compte, elles ont tout un ancêtre commun là-bas. Voilà. Et il n'y a pas eu de domestication d'animaux locaux. Voilà. Alors qu'effectivement, au Proche-Orient, c'est bien un sanglier qu'ils ont transformé en cochon. Quand ils vont arriver ici, ils ne vont pas prendre les sangliers d'ici. Ils ont déjà en fait les cochons. Ils sont déjà là. Voilà. Donc on a un changement économique important, mais ça va entraîner plein d'autres changements, et notamment des nouvelles relations entre l'homme et l'environnement. Évidemment, chasser, cueillir, c'est pas la même chose que faire de l'agriculture et de l'élevage. C'est pas la même façon d'appréhender l'environnement. Là, on va avoir une relation où l'homme sait et a un impact direct. Il en est conscient. Ça va impliquer aussi des nouvelles relations entre les hommes. Je vous ai dit, les groupes humains vont grandir, et évidemment, plus ça grandit, plus il y a de problèmes. Voilà. Et on va voir apparaître, en fin de compte, les premières inégalités, les premières violences instituées, ces premières marques là, en fin de compte, du système économique dans lequel on est encore aujourd'hui. C'est pour ça que certains disent que c'est la première révolution de l'histoire humaine.
Et pour marquer ces changements, on va avoir notamment un ensemble de productions artisanales qui vont marquer ça. Donc, parce qu'il faut, évidemment, quand on va commencer à avoir les premiers chefs, il va falloir se valoriser, il va falloir montrer qu'on est le chef, donc il va falloir avoir des objets d'apparat, en fin de compte. Et de la même façon qu'aujourd'hui, on a la Rolex, la Porsche, etc., à cette époque-là, on va, pareil, faire des productions artisanales en faible quantité, qui vont donc valoir cher, qui viennent souvent de loin. Je vous montre 2 exemples. Vous avez en haut à droite une hache en roche verte, en jadéite, qui vient des Alpes et qui a été retrouvée à Banca. Donc ça, et là, on est au début du néolithique. Et en bas, donc, vous voyez la carte qui est à côté, là, c'est la carte de toutes les haches en roche verte, en roche des Alpes, en jadéite, éclogite, qui vont circuler sur toute l'Europe. Vous voyez qu'il y en a qui arrivent jusqu'au Danemark, voire même jusque dans le sud de la Suède. Donc c'est des énormes déplacements d'objets qui sont ce qu'on appelle survalorisés. En fin de compte, cette hache, elle peut pas, on pourrait s'en servir pour couper un arbre, et encore, en réalité, elle est trop fragile. C'est vraiment un objet d'apparat, c'est vraiment du bling-bling. Et vous avez la même chose avec ce collier de perles qui a été retrouvé dans une grotte à Irisari. Et ces perles, elles viennent d'un gisement qui est à côté de Valladolid, donc à quasiment 500 km d'ici. Donc elles sont produites là-bas et elles arrivent et elles servent vraiment à se valoriser. Donc là, on est plutôt sur la fin du néolithique. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a une autre production de perles vertes identique en Catalogne. Et vous voyez que les 2 productions, elles ont tendance à pas vraiment se mélanger. C'est-à-dire qu'il faut choisir son camp. Soit on est atlantique, soit on est méditerranéen, Et ce qui était intéressant, ça faisait partie des recherches qu'on menait, c'est que visiblement, nous, on est plutôt atlantique quand même. Voilà. C'est assez intéressant. Et alors, une des hypothèses, justement, et c'est le site qui est d'Asconsilo, qui est à Irisari, c'est justement de savoir si ces perles ne seraient pas arrivées justement par la vallée des Aldudes, en fin de compte, en redescendant, puisqu'on a des perles qui ont été analysées de la même façon en Pays Basque Sud, avec la même origine. Voilà. On a des productions artisanales et puis on a aussi des monuments qui vont être marqueurs de ces changements. Alors ça va être les menhirs et puis surtout les dolmens. Les dolmens qui sont ces sépultures collectives qui vont être utilisées pendant plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'années, qui sont très grosses, qui sont très voyantes, qui mobilisent plusieurs tonnes de pierre, de terre, et certainement plusieurs dizaines de personnes pour la construction, et qui parfois, on sait même, il y a des reconstructions, etc. Et tout ça pour, en fin de compte, un tout petit groupe de personnes, puisqu'en fin de compte, tout le monde n'est pas enterré dans les dolmens, bien évidemment. C'est plutôt les chefs, avec même c'est une espèce de valorisation même de la figure du guerrier, du chef guerrier. On retrouve souvent des pointes de flèches. Vous avez ici le dolmen de Bulunsa, on avait retrouvé des pointes de flèches. Voilà, c'est tout à fait symptomatique de cette période, de ce qui se passe, de ces changements. J'en profite pour briser une première idée reçue. Les dolmens n'ont alors pas été fabriqués par les Maïris, mais ça je pense qu'on pouvait à peu près s'en douter, même si les légendes le racontent, mais elles n'ont pas non plus été fabriquées par les pauvres bergers proto-basques. Ça avait été dit, notamment c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, le dolmen que vous voyez là, qui est le dolmen d'Armiag, qu'on a fouillé pendant 3 années, il est reconstitué notamment aux grottes de Sarre, et vous en avez le dessin, c'est ce dessin qui donne aussi la reconstitution qui est aux grottes. On a dit, enfin ça a été écrit, c'est ce qu'on voit encore même au musée basque, c'est que dans ces dolmens, il n'y a pas de matériel, que c'était des pauvres, c'est simplement des cailloux posés les uns sur les autres, etc. En réalité, pas du tout, ce sont des architectures extrêmement complexes. On a pu montrer d'ailleurs que ce dolmen d'Armiag en particulier, c'était d'abord un menhir. Donc les hommes sont venus, ont pris un bloc, l'ont descendu jusqu'à un endroit, donc il y a quelques centaines de mètres, ils ont creusé un trou, ils ont placé un menhir. Ils sont revenus quelques années plus tard, alors on n'a pas pu déterminer si c'est 10 ans, 20 ans, 100 ans ou 200 ans, mais ils sont revenus plus tard, ils ont recreusé tout autour, ils ont posé une espèce de chape, ils sont venus faire 2 rainures, ils ont posé des dalles sur le côté pour fermer autour du menhir, et en fin de compte créer un espace sépulcral et le transformer en fin de compte en dolmen. Et le dolmen, vous voyez, donc ça c'était la reconstitution qu'on voit notamment du docteur Blos qui proposait, donc un espèce de tas de terre circulaire. En fin de compte, on avait une architecture avec un grand mur en pierre qui faisait tout le tour, la chambre qui s'ouvrait sur le devant avec un système de fermeture. Très probablement, on a pu le documenter à 2 endroits, à Armiag et puis à Bulunsa, des murs en pierre sèche en fin de compte qui sont démontés et remontés à chaque fois qu'on veut insérer un individu. Et puis dedans, alors certes, c'est très fragmenté, les objets sont très petits, mais comme je l'ai dit, ce sont des sépultures qui sont utilisées pendant plusieurs
centaines, voire plusieurs milliers d'années. Et en fin de compte, on n'arrête pas de marcher sur les objets, ils finissent en tout petits morceaux. Donc en fait, il faut tamiser, il faut prendre le temps de fouiller. Nous, on a fouillé à peine, je ne sais pas, peut-être 10% du dolmen et on a pris 3 ans. Donc vous imaginez s'il fallait qu'on fasse tout. Mais on a trouvé plusieurs centaines d'objets, notamment de la céramique, du silex, de la parure, etc. Donc on est bien sur exactement ce qu'on voit à l'échelle européenne, c'est-à-dire que le mégalithisme est bien un phénomène élitaire et complexe, et non pas des pauvres bergers. À cette époque-là, donc la montagne va être progressivement donc utilisée. Vous voyez que je vais bien dire utilisée, non pas parcourue comme ça l'était à la préhistoire, mais bien utilisée. On le voit de façon d'ailleurs de plus en plus haut au cours du néolithique. On voit que les sites on a tendance à trouver des sites plus récents et plus hauts. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les Pyrénées, en l'occurrence, sont une frontière culturelle à cette période-là. J'y reviendrai juste après. On constate des déboisements qui sont très importants, notamment par exemple sur la forêt d'Iraty, ça a pu être très très bien documenté, mais dont la nécessité technique est discutable. Il faut voir qu'à cette époque-là, et d'ailleurs on ne peut pas réellement parler par exemple de pastoralisme, on a des tout petits troupeaux, et qui sont avec des animaux multiples en fin de compte. Les villages, les petits villages, les groupes humains vont posséder quelques brebis, quelques cochons, quelques vaches, quelques chèvres, et ils se baladent avec ça. Alors, ils peuvent, en fonction du climat, en fonction des années, etc., plus ou moins monter haut, plus ou moins rester en bas, etc. Donc, c'est pas forcément, il n'y a pas de mouvement régulier, par exemple, vers la montagne, il n'y a pas de transhumance qui existe. Et quand vous avez des petits troupeaux comme ça, quand vous avez quelques brebis, vous n'avez pas besoin en fait de défricher. C'est connu, c'est documenté par l'ethnologie. Quand on a quelques animaux, on peut les mettre dans une clairière. Si la forêt n'est pas si dense que ça, les animaux ils vivent très bien dedans. Et donc l'ouverture du paysage qui est constatée par contre et qui est réelle, qu'on a réellement documenté d'un point de vue archéologique, elle est probablement non pas technique, mais symbolique. C'est bien l'emprise de l'homme, c'est l'homme qui a envie de brûler, qui a envie d'ouvrir. D'ailleurs aussi pour qu'on puisse voir les dolmens de plus loin ou les menhirs. C'est ça aussi qu'il faut voir. Donc il y a toute une symbolique qui change complètement. Les premiers villages qu'on a sont documentés dans les vallées. Donc on a des petites maisons sur ossature-bois avec des murs en torchis, finalement déjà très écolo à l'époque. Et puis on va constater à la fin de la période une première exploitation des ressources métallurgiques, notamment donc le cuivre. Vous avez ici là, quelques objets en cuivre et puis vous avez une perle en or. En fait, même si l'or n'est pas exploité, ne demande pas le même travail de métallurgie, mais voilà. Je vous montre juste aussi un petit exemple pour revenir d'ailleurs sur vous vous rappelez sur le dessin du docteur Blot, on voyait des hommes en peau de bête un peu là. Non, voici en bas à droite, Otzi, peut-être certains en ont entendu parler, c'est l'homme qui a été retrouvé dans les Alpes, gelé, et donc on a l'intégralité de ses vêtements. Vous voyez son vêtement là, donc vous voyez là, il y a deux phases en fait, il y a son vêtement, la partie animale en fin de compte, et puis il a une cape en végétal qui est tressée, qui est mise par-dessus. Voilà à quoi ça ressemblait, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des jeux de couleurs, on sait qu'il y a le pantalon est en 3 pièces qui sont cousues, etc. Donc dessous il a cette veste donc bicolore, etc. Donc c'est très beau. Et pour aller en montagne, effectivement, il vaut mieux être équipé comme ça. Alors, en l'occurrence, en plus, Otzi était dans les Alpes, il était à des hautes altitudes. Il vaut mieux être bien équipé. Vous voyez qu'il a même, on l'a retrouvé comme ça, avec un sac à dos, en fait, une espèce de clé de portage même, on pourrait dire. Il a 2 boîtes dans lesquelles il a de quoi faire du feu. Il a aussi des champignons pour se soigner les maux d'estomac. Il était infesté de vers. Il avait dû manger un truc pas très sain. Donc voilà. Donc une image. On n'est pas sur des personnes qui sont là comme ça, un peu hirsutes et avec des peaux de bête. Et non. On a vraiment quelque chose de très fin, de très précis. Je reviens sur cette idée que les Pyrénées ont pu être à partir de ce moment-là, une frontière culturelle, ce qui n'était pas le cas au Paléolithique, avec 2 moments. Le début donc, du néolithique, l'adoption de l'agriculture et de l'élevage, qui va se faire plus rapidement par la vallée de l'Èbre, et ça s'explique tout simplement, puisque je vous l'ai dit, les animaux et les céréales, etc., qui viennent depuis le Proche-Orient, sont déjà adaptés à un climat méditerranéen, et
le long de la vallée de l'Ebre et finalement très, très vite, très proche de nous. On est sur ce bassin versant méditerranéen, donc l'implantation va se faire très rapidement et va demander par contre une adaptation un peu plus lente, c'est ce que vous voyez sur la carte, qui va ensuite se faire sur le versant nord, et donc qui nous concerne ici en Pays Basque Nord, avec une double influence, c'est-à-dire que même une triple influence, puisqu'en fin de compte, ce sont les derniers chasseurs-cueilleurs qui vont voir arriver ces agriculteurs-éleveurs, à la fois par le sud et à la fois par le nord, qui se étaient un peu arrêtés dans le Languedoc et puis qui vont finir par arriver par le piémont nord des Pyrénées. Donc ça, c'est pour le début. Donc vous voyez que déjà là, on commence à avoir, et notamment, vous voyez les patates de couleur, c'est les différentes cultures que nous, on peut voir à travers la céramique, le silex, etc. Et vous voyez que déjà, on commence à avoir des choses différentes. Et là, vous avez la carte avec ces mêmes patates et ces mêmes groupes culturels à la fin du néolithique. C'est vraiment la fin du néolithique. Vous voyez qu'on a un groupe, en fait, nous ici, qui est en fait s'étend sur l'ensemble du bassin sud de l'Adour, où on a, en fin de compte, que vous soyez à Tarbes, à Pau ou à Bayonne, vous avez la même céramique, par exemple, avec les mêmes décors, etc. Ce qui est complètement différent, par exemple, de ce que vous pourriez avoir à Vitoria ou à Bilbao, par exemple. Et puis, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que nous, on a une grosse différence à ce niveau-là, alors que sur la partie est des Pyrénées, les groupes qui sont le long de la Méditerranée, eux, en Catalogne, en fait, ils sont plus Montpellier, finalement, Barcelone, c'est plus proche, quoi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Suit donc la proto-histoire, avec donc le début, donc on a dit, des âges des métaux, de la métallurgie du bronze, puis du fer. Au début, on a une suite assez logique du néolithique. Il n'y a pas de grands changements, il n'y a pas de changement économique ou comme ça très important. Par contre, à mi-parcours à peu près, là, on va avoir un basculement avec une société qui va devenir beaucoup plus individuelle. On le voit notamment dans les sépultures, qui avant étaient plutôt des dolmens, donc plutôt des sépultures collectives. Et là, on va arriver sur des tumulus avec des sépultures individuelles, avec un seul individu au centre, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et l'espace, pareil, les territoires vont se centraliser notamment beaucoup plus, notamment autour des sites de hauteur. Vous avez ici l'exemple d'un site qui est à Suesquin, où on voit donc ces lignes de remparts. Et en haut, une plateforme sur laquelle, donc, on le sait maintenant, c'est ce qu'on appelait avant les camps proto-historiques. Il y a notamment le général Godel qui avait travaillé là-dessus. Donc maintenant, on parle plutôt d'établissements de hauteur fortifiés. Et on sait, il y a eu plusieurs fouilles, notamment dans le secteur de Pau, etc., qu'à l'intérieur, on a un système, on a des bâtiments, etc., et que ça vit pendant plusieurs centaines d'années. Donc il y a vraiment du monde en fait là-haut. C'est pas simplement des refuges, c'est aussi des zones d'habitat en fin de compte. Alors c'est fortifié. Pourquoi ? Ça peut servir de temps en temps, effectivement, en tant que tel. C'est aussi ostentatoire. Avoir un gros rempart, c'est aussi montrer qu'on peut le faire. Et on va retrouver d'ailleurs quelques centaines d'années plus tard, au Moyen-Âge, les maisons fortes. Des fois, le caractère réellement défensif d'une maison forte, il n'est pas évident. Par contre, son caractère ostentatoire, il devient très, très important. Ça, c'est quelque chose de pareil, pour revenir sur ces idées reçues du pauvre berger proto-basque de l'âge du bronze ou de l'âge du fer qui fera des cercles de pierre, je vais y revenir après, mais vous avez ici une pointe de lance qui a été retrouvée à Saint-Michel, pas très loin de la tour d'Orcoulou. C'est une pointe de lance qui date du bronze final, donc à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Voilà l'équipement, quand vous avez l'individu, la restitution à droite, voilà l'équipement complet en fait qu'il y a normalement. C'est-à-dire que ce n'est pas un pauvre berger qui a ce type de lance. Ça, c'est les chefs qui sont justement à la tête des établissements de hauteur, des sites de hauteur. Et alors là, on n'a que la lance, mais ça va avec la cuirasse, le casque, etc. Donc on est sur une société complexe et hiérarchisée, etc. Concernant la montagne, donc toujours pas de pastoralisme, on est toujours sur ces petits groupes, sur ces petits troupeaux. Une montagne qui est complètement utilisée. Je vous montre un exemple de site. C'est un site qui avait été dit justement camp proto-historique, c'est le site de Serre-Coupée. En fin de compte, la muraille, elle est médiévale. Par contre, au centre, il y a bien les traces de 2 cabanes qu'on peut restituer un petit peu comme celle qui est en haut, avec ces céramiques là qui sont bien de la fin de l'âge du bronze. Ça, il n'y a pas de souci. Donc de l'habitat, tout simplement, de l'habitat de montagne. Ce qui est intéressant, deux petits points un peu focus. D'une part sur les sépultures, et notamment les sépultures en grotte.
ce qui est intéressant, c'est qu'on les a à toutes les altitudes. On a même des sépultures en grotte à plus de 2000 mètres. Donc ça montre que les hommes y vont et puis ils y vont ils y vivent. Et souvent, si ils sont enterrés là-bas, on suppose qu'en fait ils sont morts là. Ils sont pas morts en bas et on les a pas montés. Ils sont certainement morts pendant une estive ou comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois des hommes, des femmes, des enfants. Donc on voit que l'intégralité des groupes sont représentés. Alors ça ne veut pas dire que l'intégralité du groupe qui était en Piémont montait forcément à la montagne, mais que ça peut être une partie du groupe qui tournait autour et qui était là-haut. L'autre chose, et quelque chose qui revient très très souvent en Pays Basque, c'est la question des cercles de pierre, des cromlechs. En réalité, ce petit focus pour vous dire qu'en fait on sait très peu de choses. Ça a été très très peu étudié. Le peu de fouilles qu'on a ne sont pas d'une qualité suffisante pour pouvoir émettre des hypothèses. Il y a visiblement une partie qui est clairement funéraire, mais il y a aussi toute une partie qui visiblement est assez clairement pas funéraire. Alors, est-ce que c'est du domestique? Est-ce que c'est des cas particuliers? Alors, je pense notamment à des espèces de cercles qui sont en réalité pas totalement fermés, qui sont à Banca, au col de Meatse, qui ont été décrits comme des cromlechs et en réalité qui pourraient très très bien, si on colle un modèle alpin, qui sont des structures qui servent à la production du cuivre ou du fer, voilà, aux productions métallurgiques. Ça sert en fait à tenir des parapets. Et dans des zones de colle comme ça où il y a du vent, ça permet de mieux contrôler ce qu'on est en train de faire. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui devra être étudié. Donc vraiment, aujourd'hui, peu d'informations sur ces structures-là. À la proto-histoire, donc je disais, toujours pas de pastoralisme, une montagne complètement utilisée, et toujours cette frontière culturelle. Je vous montre juste deux exemples, avec en haut une céramique, c'est deux céramiques strictement de la même époque. Vous avez en haut une céramique qui a été trouvée sur la grotte du Phare à Biarritz, et en bas une céramique qui vient d'un site du Pays Basque Sud. Donc vous voyez, pas du tout les mêmes décors, pas du tout les mêmes façons de fabriquer. Donc on est vraiment dans deux espaces, pour nous, culturellement différents. Avec l'entrée dans l'histoire et avec l'Antiquité, et en fin de compte l'arrivée des Romains, ces agglomérations et notamment ces sites de hauteur vont se déplacer. En fait, les Romains, eux, ils préfèrent être en bas. C'est plus facile, notamment par rapport aux voies et par rapport aux circulations. Ils aiment bien utiliser les voies fluviales, ils aiment bien utiliser les parties plates. Pour eux, c'est plus sympa. Et donc, ils vont se déplacer dans les vallées basses et installer des agglomérations, notamment en Pays Basque Nord. Le cas le plus connu, c'est celui d'Imus Pyrénéus, Saint-Jean-le-Vieux, dont il y a eu des fouilles de sauvetage très récemment. Vous pouvez voir donc, sur la photo en bas, la partie droite de la photo, c'est une rue. Là, vous avez un petit caniveau au centre et à gauche, des maisons. En fait, c'est toute une série de maisons. Là, on est au bord d'une rue, donc on est vraiment dans une ville. Pas de souci. On a sans doute à cette période-là moins d'activité agro-pastorale en altitude. On voit bien que ça diminue, la forêt reprend d'ailleurs, on a des indices assez forts de reprise de forêt. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant. Par contre la montagne est toujours et surtout très utilisée pour ses ressources, en particulier dans le secteur effectivement de Baïgori, etc., de la vallée des Aldudes, utilisée pour ses ressources métallurgiques. Là je vous montre notamment donc, en bas l'exemple de la grotte de Meatse à Banca. On a quand même quelques structures pastorales, c'est ce que vous avez en haut. Vous avez le plan d'une petite maison. Alors, dire une cabane pastorale ou comme ça serait aller trop vite en fait en besogne. C'est simplement une maison, peut-être un groupe de personnes qui vivaient là. On n'est pas si haut que ça. Là, on est sur les contreforts d'Irati. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y vivre à l'année. Et puis, en tous les cas, ce n'est pas forcément destiné exclusivement à des activités pastorales. Suit donc le Moyen-Âge, avec dans une première partie donc très peu de données, mais visiblement quelque chose qui va dans la suite de l'Antiquité, un peu d'activité. On a quelques traces, c'est ce que vous avez là, d'habitat, de montagne. Toujours pas de pastoralisme, et avec une utilisation de la montagne qui est variée, sans doute assez collective. Alors ça, on le sait notamment, alors là du coup c'est pas par l'archéologie mais c'est plutôt par la partie historique, c'est par notamment le traitement des textes et du droit visigotique. On sait qu'on a plutôt une gestion plutôt collective des vallées, etc. et des montagnes. Et avec, par contre ça c'est très très net dans les habitats qu'on fouille, etc. Des cheptels qui sont relativement réduits, hein, quelques bêtes, et toujours très variés. C'est-à-dire qu'on bouge toujours avec, on ne fait pas que de la brebis ou que de la vache, ou voilà, c'est toujours un mixte de plusieurs choses.
avec la deuxième partie du Moyen-Âge et les époques modernes, là, il va y avoir des changements économiques beaucoup plus importants. Et notamment donc après le règne de Charlemagne, donc on a plein de petits pouvoirs locaux qui vont se structurer. Et on va voir apparaître donc, progressivement donc, des bourgs castraux, notamment autour des mottes féodales, et puis après des cités médiévales comme Garaci, etc. On va voir aussi, et alors, des fois, par exemple, ces pouvoirs locaux peuvent être marqués aussi par la construction de maisons fortes, etc. Là, les choses changent, puisqu'en fin de compte, on va avoir finalement deux systèmes d'utilisation de la montagne qui vont se mettre en parallèle. La continuité de ce qui existait déjà, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne changent pas. Et puis, on va avoir d'autre part toute une partie de l'utilisation de la montagne qui va être privatisée, en fin de compte, par les abbayes, par les seigneurs, et avec la mise en place donc, de productions spécialisées, avec des accords. Donc, on va avoir apparaître des zones qui sont partagées. On dit ça, c'est pour lui, ça, c'est pour lui. On a des textes qui le disent. Donc là, on commence à rentrer dans une gestion beaucoup plus importante. Et puis, on voit apparaître, notamment à la toute fin du Moyen-Âge, et puis surtout après aux époques modernes, on voit apparaître les couloirs de traite. On voit tout ce qui fait que là, on sent qu'il y a une spécialisation et que, notamment, ces seigneurs, ces abbayes ont des productions spécialisées avec des troupeaux. Ils sont propriétaires de troupeaux beaucoup plus importants. Là, on commence à passer sur quelques dizaines, quelques centaines de bêtes, donc avec, par exemple, soit la laine, soit le lait, etc. etc. Dans cette deuxième partie, pour la deuxième partie du Moyen-Âge, ce sera moins vrai pour les époques modernes, il y a peut-être quelque chose qu'il faut aussi noter, c'est l'importance de l'élevage porcin. Il a été souvent sous-estimé. On commence à se dire qu'il devait avoir une grosse part, et notamment un élevage porcin avec de la transhumance, un élevage porcin qui bouge. Et vous voyez toutes ces structures un peu en tumulus, là, en tas de terre qu'on trouve dans nos montagnes, qui avaient été dit comme des tertres d'habitat proto-historiques. En fait, à chaque fois qu'on en a fouillé, alors il n'y en a pas eu beaucoup de fouillés en Pays Basque Nord, mais en Pays Basque Sud, ils ont fait beaucoup plus d'études là-dessus, on tombe systématiquement sur des cabanes à cochons, avec plusieurs niveaux d'utilisation. Je ne sais pas si vous voyez sur l'image, là, on a plusieurs niveaux de piquets, en fin de compte, et de pierres. En fin de compte, c'est une espèce d'amas, au Proche-Orient, on appellerait ça un tel. C'est une succession de cabanes à cochons, les unes sur les autres, et avec, alors en bas, généralement, on a des dates autour du 10e, 11e siècle, et puis on monte 12e, 13e, voilà, ça. Donc, probablement quelque chose qui sera à creuser pour la partie Pays Basque Nord dans les années à venir, en tout cas pour les collègues qui travaillent sur ces périodes-là. On pourrait d'ailleurs questionner, et c'est la petite question de fin, le droit d'aînesse, la place du droit d'aînesse dans ce système-là, et dans le fait qu'il va y avoir des regroupements assez importants de fermes, de familles, etc. Et avec donc ce regroupement après la création de troupeaux beaucoup plus importants, etc. Voilà. Donc pour résumer et pour conclure, donc on a quelque chose finalement en 3 temps. On a le paléolithique, avec non pas on peut pas dire réellement que la montagne est utilisée, elle est plutôt parcourue, elle vient servir, on vient se servir dedans, mais on est redevable. Ça, c'est quelque chose qu'on sait, hein, qu'il y a un grand respect par rapport à ça, par rapport au prélèvement qu'on peut faire au sein du milieu naturel. Et puis, ce tournant du néolithique, avec des défrichements, une utilisation de la montagne beaucoup plus importante. Vraiment là, pour le coup, avec la mise en place d'activités, vous avez donc, vous voyez une petite image de ce que pouvait donner un troupeau là, avec des animaux un peu différents. Donc on se balade. Et puis la violence, etc. Alors là, bon, je vous ai remis donc du coup, ça c'est une scénographie d'Odzi, celui que je vous montrais tout à l'heure en plein. Donc c'est un meurtre. Hein, Odzi, il a été retrouvé. Il a 2 pointes de flèche plantées dans le corps. Donc il a été tué. Là, ils ont représenté le moment de sa mort. Voilà, mais donc il était en train visiblement de livrer une hache en cuivre. C'était un métallurgiste, Odzi. On a pu le savoir par ses cheveux qui sont pollués au plomb. Et il était en train de livrer a priori une ou des haches en cuivre à travers les Alpes. Donc vous voyez que la montagne était plus que parcourue. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis bon, cette image de défrichement, mais comme je l'ai dit, qui est certainement beaucoup plus symbolique que technique en réalité. Il y a quelques années, il y a des collègues qui ont sorti un article qui s'appelait « Et si le néolithique s'arrêtait en 1950 ?» C'est assez rigolo, c'est quelque chose qu'on a un petit peu exploré ces dernières années, notamment dans la vallée d'Ergaraï, en faisant un petit peu ce qu'on appelle de l'ethno-archéologie. On est allé interroger les anciens de la vallée sur les pratiques, etc. Et en fin de compte, on s'aperçoit que
J'ai parlé de cette rupture qu'il y a au milieu du Moyen-Âge et qui voit apparaître ces deux systèmes, mais il y a quand même une rupture extrêmement forte, en fin de compte, dans les années 1950, qui est une rupture dans la relation qu'on a notamment aux animaux, aux vivants, d'une part les connaissances en biologie, etc., qui s'améliorent. On va commencer, depuis le néolithique, il y a de la sélection animale, on se débrouille pour faire quand même des brebis qui font plus de lait ou qui font plus de laine, on sait faire ça. Mais les connaissances scientifiques qui vont naître dans les années 1950-1960 vont donner réellement un tournant très fort en fait à ça, plus la mécanisation évidemment, qui vont faire qu'on va passer vraiment sur un autre système et qu'en fin de compte, le système de petits troupeaux, etc., qu'on voit même à la fin du 19e, même au début du 20e siècle, qui persiste, disparaît totalement. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous tapez « Si le néolithique s'arrêtait dans les années 1950 », c'est un article qui est vraiment très intéressant, qui est disponible gratuitement, vous pouvez le voir, c'est vraiment, vraiment cool. Mais quand même, on notera quand même que le Moyen-Âge, et donc ou les années 50, 1950, mais quand même le Moyen-Âge marque une rupture, notamment avec l'apparition d'élevage, réellement du pastoralisme, de la transhumance et de ces productions spécialisées, que ce soit la laine, le lait, etc. Voilà. Je crois que j'en ai terminé, voilà. Je suis à peu près dans les temps. Et donc je vais pouvoir répondre aux questions, si vous le souhaitez. Galderarik balin bada, otoi hurbildu mikro hartio. Mikro astara joanen. Donc il faut se rapprocher d'ici pour faire des questions. Le micro, en fait, il est avec un fil, quoi. C'était pas une question pour le moment, mais c'était pour dire que vraiment l'exposé était très clair, très dynamique, très intéressant et bien conduit. Voilà. Tu as déploré qu'il n'y avait pas de centre archéologique ici. Quand j'étais jeune, j'avais entendu que les objets récoltés ici étaient à Saint-Germain-en-Laye. Un jour, j'étais à Saint-Germain-en-Laye, visiter le musée, j'ai vu une hache de pierre venant d'ici. Il y a quelques années, il y a des savants de Saint-Germain-en-Laye qui sont venus nous faire les louanges de nos richesses qui sont là-bas. Je me rappelle qu'ils nous avaient dit qu'il y avait des caisses pleines de haches, de flèches, tout ce que tu veux. Alors, j'avais même fait la réflexion, pourquoi il n'y en a pas une partie ici? On m'avait dit je pense qu'on était trop cons pour étudier ça. Et puis que d'ici, il n'y avait pas la sécurité, que ça allait disparaître à droite et à gauche. Or, en mai 68, il y a des objets de Saint-Germain-en-Laye qui sont partis à Lyon. Alors, où est-ce que ça en est, la localisation? Qu'est-ce que vous faites de ce que vous trouvez ici? Est-ce que ça fout le camp là-bas encore? Alors, non, ça fait très longtemps que ça part plus à Saint-Germain-en-Laye. C'est toutes les fouilles anciennes, les fouilles 19e et les fouilles début 20e sont à Saint-Germain-en-Laye, effectivement, mais il y en a très très peu. Alors après, ça c'est pour les fouilles d'ailleurs, c'est pour les fouilles qu'on connaît, parce que il y a aussi des récits, notamment il y a un militaire de Bayonne qui venait des fois trifouiller un peu les dolmens et les cercles de pierre sur Irati, tout ça. On sait pas où tout ça est, par exemple, où tout ça est passé, tout ce qu'il a pu trouver. Voilà. Non, aujourd'hui, pour vous dire aujourd'hui comment ça se passe, les objets, le dépôt archéologique est à Hasparren. Voilà, il y a un énorme dépôt archéologique, c'est immense. Alors là, des caisses, il y en a plus qu'il n'en faut. Voilà, donc ça c'est le dépôt principal. On a nous à Saint-Jean-le-Vieux signé très récemment une convention, on a un dépôt transitoire, c'est-à-dire que tout, notamment ce que je vous ai montré sur les dolmens qui sont encore en cours d'étude, c'est des fouilles qu'on a terminées cette année ou qui vont continuer l'année prochaine. Voilà. Vraiment ce qui est en cours, c'est à Saint-Jean-le-Vieux et pour les fouilles que nous menons. Donc ça, c'est en accord avec le ministère de la Culture et la mairie de Saint-Jean-le-Vieux. Et après, il y a la question des fouilles, par exemple, préventives. Donc tout ce qui est, vous savez, en fait, en France, il y a deux types d'archéologie. Il y a l'archéologie donc de sauvetage qu'on appelle aujourd'hui préventive. Donc c'est quand il y a des travaux de construction, lotissement, TGV, etc. Donc ça représente à peu près 80% de l'archéologie en France. Et il y a 20% d'archéologie de recherche.
Pour ce qui est effectivement des fouilles de sauvetage, la question qui peut se poser, c'est la quantité. Quand vous fouillez un lotissement qui fait 4, 5, 6, 7 hectares, la quantité de matériel peut vite devenir problématique à conserver. Alors, quand même, beaucoup de choses sont Hasparren. Parfois, quand Hasparren est trop petit, ça part à Pessac. Donc ça part pas si loin que ça. Voilà. Mais globalement, c'est le dépôt d'Hasparren, et en plus la convention avec la ville d'Hasparren et la CAPB a été re-signée très récemment. Donc normalement, pour les années à venir, on est tranquille sur ça. Après, il existe une multitude de petites choses. Le musée de Saint-Palais a des collections, le musée basque a des collections, le musée de Guétari a des collections, etc. Il y a quand même aussi, par contre, un éparpillement, et il y a quelques prospecteurs locaux, etc., qui ont aussi des collections chez eux. Ça fait partie du paysage, mais c'est partout dans toutes les régions, c'est pareil. Mais sur Saint-Germain-en-Laye, c'est une réflexion qu'on a très souvent. Non, à partir depuis le début du XXe siècle, il n'y a rien qui est reparti à Saint-Germain-en-Laye, quoi. Et Saint-Germain-en-Laye, c'est très décevant quand on y va, effectivement. Quand on n'a pas accès au... Alors oui, voilà, mais c'est les fouilles anciennes. Voilà, c'est les fouilles anciennes, effectivement, d'Isturitz. C'est ces fouilles-là qui sont là-bas. Mais voilà. Oui, à propos du pastoralisme, j'ai été étonnée par ce que vous venez de dire, comme quoi le pastoralisme, finalement, c'était plus tardif que ce qu'on ne pensait. Parce que dans mon idée, et pour avoir entendu avec les fouilles que j'ai faites aussi avec Jacques Blot, il était question, avec les Cromlech, d'un pastoralisme de montagne. Donc là, vous dites qu'ils fréquentaient la montagne au néolithique. Est-ce que c'était pour la chasse ? Est-ce que quand même, de quand dateraient les premières estives ? Est-ce qu'on a une idée sur l'histoire du pastoralisme ? Là où où j'ai insisté, c'est sur le mot pastoralisme. Si on veut dire pastoralisme, transhumance, ça implique forcément une régularité, des accords, des structures spécifiques pastorales. Si on a un habitat, et c'est le cas au néolithique, c'est le cas à l'âge du bronze, c'est le cas au début de l'Antiquité, enfin c'est le cas à l'Antiquité, au début du Moyen-Âge, quand on a ces maisons, ces habitats en hauteur, mais dans lesquels il y a toutes les activités, c'est-à-dire même exploitation forestière, agriculture, on fait de l'agriculture. Et d'ailleurs, l'agriculture en altitude s'est arrêtée il y a très peu de temps. Le propriétaire du dolmen de Boulounsa, à Mendive, il a connu, en tant qu'adolescent, il a connu le blé donc à 800 mètres d'altitude. Donc c'est quelque chose qui est... Donc on est dans les années 50, enfin on est dans cette transition, c'est fameux, est-ce que ça dure jusqu'en 1950 ? Donc c'est en cela que je dis, il n'y a pas un pastoralisme, il n'y a pas de transhumance au néolithique, à l'âge du bronze, etc. Les hommes ne se disent pas, tous les printemps, on monte aux estives, etc. Ça peut être, ils montent, ça peut être ponctuel, ça peut être une partie du groupe, c'est ce qu'on va appeler plutôt des remues. Voilà, en ethnologie, on appelle ça des remues. C'est-à-dire qu'en fait, ça se balade. Il peut y avoir si vraiment il y a une grosse année où c'est difficile en bas, les animaux ont plus à manger, mais comme je l'ai dit, on est quand même sur des troupeaux qui sont tout petits, donc pour qu'ils aient plus à manger, il faut vraiment qu'il se soit passé quelque chose, quoi. Ça peut être une très mauvaise année. Cette année, par exemple, c'était une très mauvaise année, il n'y avait pas beaucoup d'eau. On peut se poser la question, effectivement, est-ce que ça, par exemple, ça peut pas être un moment, les mecs disent, si ça continue encore 2 semaines, vaut mieux qu'on monte, au moins on sera plus tranquille, ou... Ça peut être, est-ce que c'est tout le groupe, etc. Mais c'est pas quelque chose qui est donc institutionnalisé, c'est pas quelque chose qui est régulier, etc. C'est en cela que je dis qu'il n'y a pas de pastoralisme. C'est vraiment pour être plus précis. C'est pour qu'on essaye d'être précis sur les mots qu'on utilise. Et je préfère que, effectivement, et on préfère avec les collègues que jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à la deuxième partie du Moyen-Âge, on parle plutôt de remue, plutôt d'installation et de pratique dans les montagnes, plutôt que réellement de transhumance, voilà, et de pastoralisme. C'est en cela que je le dis. Après, oui, à l'époque des dolmens, puis des cercles de pierre, etc., oui, il y a des animaux domestiques en haut, ça, il n'y a pas de doute. Il y a des gens avec eux, il y a même, voilà, on le voit avec les grottes sépulcrales, il y a des hommes, des femmes,
des femmes il y a des enfants très jeunes, donc ça veut dire qu'il y a même des femmes qui accouchent en haut, etc. Donc d'ailleurs, si elles sont montées, ça se pose la question, ça devait pas être un moment très agréable, si c'était sur la fin de la grossesse, mais voilà, c'est quelque chose qu'il n'y a pas de souci, c'est documenté, mais visiblement, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est pas quelque chose qui est régulier, et c'est pas quelque chose qui est à utilisation uniquement pastorale. Voilà. Ça change effectivement quand on voit ces cabanes qui finalement vont pas disparaître, mais sont moins nombreuses et qu'on voit apparaître, par exemple, ces couloirs de traite, etc., et qui sont systématiquement datés des 15e, 16e siècles à partir de ces moments-là, bah là, on voit qu'on vient pour quelque chose de précis. C'est-à-dire qu'on monte les bêtes et on monte plusieurs dizaines, une centaine, peut-être 150 bêtes, pour une utilisation spécifique. Là, c'est du pastoralisme. Mais au néolithique, à l'âge du bronze, on est sur des groupes qui sont, en fin de compte, multi-activités. Voilà. Ils se servent de tout. Opa, minesker. Lehena historia etxea aberea nola egiten dugu. Ma question c'est par rapport à la domestication des animaux. Parce que là, il y a le stand à côté là, de les chiens pyrénéens, enfin, comment les appeler, mais bon, les chiens pyrénéens, disons. Et d'après ce qu'ils disent, c'est moins 15 000. Alors là, tu as tracé un portrait que ça venait plus à la domestication de tout du Moyen-Orient. Donc, et là, il me semble qu'il disait que c'était moins 15 000 les chiens domestiques. Donc, je voulais savoir. Et par exemple, je crois aussi qu'il y a certaines peintures, on ne se demande pas si les chevaux, ils n'ont pas des morts ou des trucs comme ça. Donc, si tu pourrais nous éclaircir un peu tout ça, s'il te plaît. Alors non, pour les chevaux, il n'y a pas de domestication, c'est même plus tardif, hein, la domestication des chevaux. Le premier animal domestiqué, c'est le chien, effectivement, et lui, il est domestiqué par les derniers chasseurs-cueilleurs, effectivement. Ça, c'est une réalité. Quand on parle de la domestication, souvent on parle plutôt des animaux. Le chien, il est domestiqué par les derniers chasseurs-cueilleurs dans un but de chasse ou de protection, etc. Mais, et après, alors, par contre, effectivement, au néolithique, la question du fait qu'on mange du chien est une vraie question. Il y a des sites qui posent plusieurs questions, notamment en Alsace, où il y a même des sépultures de chiens, etc. Enfin, il y a des trous avec des chiens, etc. Bon, ça, c'est effectivement, on peut se poser la question. Non, là, quand je parlais de la domestication, réellement, je parlais de bovins, ovins, voilà, caprins, voilà, et porcins, quoi, voilà. C'était ça. Et ça, on commence maintenant avec le nombre de fouilles et le nombre de dates qu'on a, on commence à être à peu près sûr de notre truc, quoi. Ça peut bouger à quelques années près éventuellement, mais là, le cadre, je pense, est relativement bien serré maintenant et bien posé, quoi. Et effectivement, par contre, ça, c'est les études, c'est très récent, mais c'est les études ADN qu'on peut faire sur les animaux. On n'a aucun cochon, par exemple, découvert en France ou en Espagne ou comme ça, qui a un ADN qui correspondrait au sanglier qu'il y avait à cette époque-là. Ils correspondent tous aux cochons et en fin de compte aux sangliers du Proche-Orient, quoi. Ils se sont déplacés avec les animaux. Alors, quand vous remettez ça dans un contexte où, par exemple, Chypre a été néolithisé, hein, où les néolithiques sont arrivés très tôt sur Chypre. Quand vous voyez la navigation autour de l'île de Chypre, c'est pas évident. Et qu'en plus, ils sont venus avec des animaux, des vaches, etc. Bon, il y en a quelques-uns qui ont dû se louper quand même. Parce que c'est pas évident, quoi. Et c'est des animaux qui, pour certains, les vaches, etc., peuvent pas rester allongés trop longtemps, etc. Donc ça veut dire qu'il fallait que le voyage soit bien maîtrisé, que la navigation entre la côte de Méditerranée, de l'est de la Méditerranée et Chypre soit assez rapide et que ça dure pas des plombes, quoi. Pour pas arriver avec des animaux qui servent à rien une fois arrivés, quoi. Voilà. Mais oui, le chien est domestiqué assez tôt. Le chat est domestiqué aussi assez tôt, hein, et notamment à Chypre. Voilà. Probablement pour d'ailleurs faire la chasse aux souris et autres animaux qui mangeaient les céréales. Voilà. Si j'ai bien compris ce que vous avez expliqué, vous nous avez dit que en fait, il y a eu une époque où, contrairement à ce qu'on pensait, on élevait plutôt du cochon que des bovins. Et est-ce qu'on peut des ovins même? Est-ce qu'on sait pourquoi, comment, à quel moment la bascule s'est faite?
maintenant, enfin, ou en tout cas pendant jusqu'à une période récente, c'était quand même. Alors, ouais, sur l'histoire du cochon dans la deuxième moitié du Moyen-Âge, c'est un ensemble de recroisements de données qu'on a fait très récemment. Donc, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. C'est quelque chose qui va être à questionner, effectivement. C'est quelque chose mais on en a parlé avec des collègues médiévistes. C'est certainement un des points de recherche qui pourrait être très intéressant pour les recherches futures sur nos territoires. C'est-à-dire comprendre pourquoi à un moment donné on a mis autant d'efforts dans l'élevage porcin et dans cet élevage en plus qui visiblement transhume ou remue de façon assez importante, quoi. Voilà. Parce que quand on voit le nombre de structures qu'on a quand même qui sont conservées, si elles sont, comme je l'ai dit, toutes celles qui ont été fouillées, systématiquement on tombe là-dessus. Donc si toutes celles qui ressemblent elles sont comme ça, ça commence à faire beaucoup, même si ça s'étale sur une période qui est assez importante. Ça commence à faire beaucoup quand même. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Pourquoi c'est la laine et le lait, très clairement. Et c'est le poids, justement, des abbayes et des seigneurs dans cette volonté de faire du systématique, en fait. Et eux, ça les intéresse plus de faire de la laine ou du fromage, en fait. C'est pas tant le lait, mais le fromage en lui-même, quoi. Réponse par rapport au cochon, parce que c'est que le cochon, je pense que c'était un animal, c'est comme le thon, hein, tout est bon. C'était un animal assez facile à élever, il mangeait de tout. Il faut savoir, il y a une source que je pourrais te passer d'ailleurs, d'un chercheur de l'INRA qui a travaillé sur le cochon. À Bayonne, il y avait des porcs éboueurs dans la ville de Bayonne, quand Bayonne était en bois. Et bon, après, il y a eu des conflits, je sais pas, l'équivalent du maire avait interdit cette pratique. Pardon, vous m'entendez là? Je veux dire, à Bayonne, par exemple, il y avait des porcs éboueurs dans la ville de Bayonne. Hein, des porcs. C'est eux qui nettoyaient, les gens jetaient, etc. Et après, il y a eu des conflits qui ont interdit ça. Mais il y a un travail qui montre, par exemple, au XVIe siècle, je crois, la Soule avait sa richesse par le porc. C'était sa principale source de revenus. La Soule, le pays de Soule et ses paysans. Et il y a des explications aussi. Il faudrait le relier à la forêt qui a disparu d'arbres têtards, qui était une des forêts du Pays Basque, mais aussi des Pyrénées. C'est-à-dire qu'il y avait des porcs qui étaient amenés en transhumance dans toutes ces forêts basques et pyrénéennes, qui venaient du pays, du Béarn, même de plus loin. Et ensuite, ces porcs ne revenaient pas dans les fermes. Ils partaient en transhumance, près de 8000 porcs jusqu'à Pampelune ou à Bayonne, où c'était transformé en charcuterie pour la population locale et sur la côte basque pour les gens de la mer. Souvent, ça partait sur le port, le jambon de Bayonne partait sur les bateaux, quoi. Voilà. Là, justement, on touche du doigt un des trucs, c'est qu'il va falloir, on est dans ces aspects où il va falloir faire le lien entre justement les recherches historiques, les recherches sur les textes, effectivement, qui peuvent nous dire des choses, et sur quelque chose dont on n'avait pas trace d'un point de vue archéologique, du coup. Et là, justement, c'est parce qu'on a repris ces données, c'est parce qu'il y a eu ces fouilles, notamment en Navarre, en Aragon, sur ces structures, sur ces espèces de tertres-là, que ça a mis la puce à l'oreille, quoi, de notre côté, pour dire, ouais, en fait, c'est peut-être là, en fait, effectivement. Ce qui était évoqué par les textes et que nous on ne voyait pas, bah finalement en fait il était peut-être sous notre nez, mais comme on disait depuis si longtemps et depuis les fouilles de Blot, etc., que c'était des tertres proto-historiques, bon, c'était rentré dans le langage commun, puis on s'en inquiétait pas plus, et en fin de compte c'était un petit peu plus récent que ça, et c'était peut-être à une destination plus particulière que de l'habitat, quoi. Tu as montré un castello situé à Suescun. Est-ce que ce ne serait pas Eligna d'Armenahit? Le site de hauteur de Suescun, c'est Haribelsa. Voilà. Donc c'est un site qu'on a commencé à documenter depuis l'année dernière. Donc on y a fait une première série de prospections géophysiques et de plans. Et il devrait y avoir une fouille normalement, si tout va bien, à partir de l'année prochaine.
Voilà. Donc ça devrait nous permettre de dater ce type de structures qui sont en réalité très mal datées et très mal documentées déjà dans un premier temps. Puis après, on verra si on arrive à mettre en place, comme ce qui a pu être fait en Béarn ou dans le Gers ou dans d'autres régions, une fouille plus extensive qui nous permettrait de comprendre qu'est-ce qui s'y passe réellement dedans, quoi. Voilà. Il y a encore beaucoup de travail pour ceux qui... Bonjour. Donc j'ai appris quand même là que les cadets, quand ils montaient à utiliser les boards, en fait, ce n'était qu'un petit retour aux sources qu'ils faisaient, puisqu'il y avait des habitats qui étaient avant là-haut. Que les moines étaient a priori le premier syndicat agricole prônant l'intensivité. Mais non, je présenterai. La question c'est, aujourd'hui, on parle beaucoup du réchauffement climatique. Est-ce que tu penses que, là je quitte ton monde d'avant, est-ce que tu penses qu'à l'avenir, on pourrait, nous, revenir comme avant et refaire des habitats en montagne pour avoir plus de ressources ? Alors, quand même, ce qui a beaucoup changé, c'est la densité de population, quand même. Et ça change pas mal la donne, quand même. Bon, c'est pas la même chose. Et puis après, c'est l'ensemble des pratiques qu'on a. Ce qui est certain, vu que a priori la Terre ne devrait pas s'arrêter de tourner autour du Soleil, c'est qu'à un moment donné, ça va refroidir. Quand ça va refroidir, ça va faire mal. Donc ça, c'est sûr, ça risque de continuer à chauffer, et puis à un moment donné, ça va se changer. Globalement, les périodes interglaciaires, les périodes de chaud, elles durent 30 à 40 000 ans. Voilà. Donc là, on en a mangé 10-12 000, il en reste encore un peu, quoi. Voilà. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas en train d'aider la chose en ce moment, ça c'est évident. Non, après, savoir qu'est-ce qu'on pourrait apprendre du passé pour aujourd'hui, c'est... mais bon, de toute façon, c'est des choses que vous savez très largement. C'est l'impact plutôt de l'intensité de l'impact de l'élevage, de l'agriculture. C'est sur les sols, sur les végétaux, sur les animaux. C'est ça qu'il faut qu'on questionne en fin de compte. On sait qu'on est plus nombreux. Donc fatalement, on aura un impact plus fort qu'à ces périodes-là. Malgré tout, comme je l'ai dit, il y a peut-être aussi une partie de la déforestation, etc., de ces périodes-là qui n'étaient pas techniques, qui étaient purement symboliques. Alors ça, par exemple, aujourd'hui, on peut se dire qu'on peut s'en passer, quoi. Voilà, on est capable de se dire qu'on peut s'en passer. Donc c'est ça, en fin de compte. Quand je dis qu'on peut utiliser ce qu'on sait du passé pour aujourd'hui, c'est plutôt se dire qu'il y a d'autres modèles ont existé, ils ne sont pas transposables. C'est plus les mêmes conditions, etc. Par contre, se dire qu'il y a eu à une époque une utilisation plus diversifiée, qu'il y a eu une autre façon de faire les choses avec des troupeaux plus petits, etc. Ça peut être une place sans doute plus forte par exemple des céréales. C'est quelque chose qui pourrait être à prendre en compte, en tout cas à discuter. Et voilà. J'ai montré Otzi. Donc Otzi, c'est l'homme du néolithique qui en plus travaille le cuivre. C'est un métallurgiste, donc c'est un pur produit du néolithique et même du début de l'âge du bronze en fin de compte. Il a très très peu de viande domestique dans l'estomac il a de la bouillie de céréales, beaucoup de bouillie de céréales en fin de compte. C'est 90% de ce qu'il y avait dans son estomac, et il y a 3 morceaux de bouquetin. Donc mangeons de la bouillie de céréales. Non mais voilà, on n'est peut-être pas obligé d'avoir des élevages aussi importants pour la viande, etc. Par exemple, ça fait partie des questions qu'on peut se poser. Voilà, c'est des petites choses. Est-ce qu'on peut remettre de la céréale, par exemple, en altitude ? Mais ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on travaille maintenant sur les espèces qui sont des espèces de blé, etc., qui n'existent plus. Ou alors il faut aller les chercher ailleurs, quoi. Voilà. Par exemple, ça, c'est une question qu'on peut se poser. Voilà. Mais, après, pas sûr que quand même on arrive à trouver toutes les solutions, là, vu la situation dans laquelle on est. Et avant de te passer le micro, j'en profite pour faire le lien de ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire est-ce qu'on peut refaire de la céréale là où l'on faisait avant ?
les fermes ont beaucoup changé. Ta diapo là, 1950, c'est une période clé après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un bouleversement des fermes ici, de leur taille, et il y a une spécialisation des fermes. Je parle de ce qu'on connaît ici en Pays Basque Nord. Il se faisait du blé partout, c'était pour l'autoconsommation essentiellement, y compris dans des zones de montagne, etc. Ce qu'ont dit les gens de Mendive, c'est terminé tout ce truc-là. C'est terminé parce que depuis les années 60, il y a une politique agricole commune qui pousse vers l'intensification, la spécialisation. Voilà. La question qu'il faut se poser, et nous on se la pose un petit peu comme ça au niveau de la Bolan-Sangambala, c'est comment on fait pour que dans 10-20 ans, il y ait au moins autant de paysans qu'aujourd'hui, voire plus, qui produisent en faisant attention aux ressources. Voilà, on n'est pas trop dégueulasse ici en Pays Basque Nord par rapport à d'autres secteurs, donc on a un temps d'avance finalement sur ça, mais qui correspondent aussi aux besoins alimentaires de nos populations. Nous, on avait fait une étude un peu théorique. Voilà, on produit assez de protéines animales pour nous nourrir, c'est sûr. Mais alors sur le reste, on est nul. Des protéines végétales, on n'en fait pas assez. Alors des céréales, je parle du Pays Basque Nord, alors c'est théorique, évidemment, parce qu'il y a plein d'échanges, mais on est largement déficitaire. En fruits et en légumes, n'en parlons pas. Donc il y a une espèce d'équation à trouver entre comment le maximum de fermes continue à vivre, en adéquation avec les ressources, en faisant gaffe à ne pas balancer trop de gaz à effet de serre. Les ruminants y contribuent fortement, on le sait. Les troupeaux ont augmenté, pourquoi ? Parce que la PAC incite les gens à être encore plus gros en taille, etc. On achète des aliments de l'extérieur pour les nourrir, enfin c'est un bordel sans nom ça. Donc il y a vraiment des vraies questions sur lesquelles on bosse en fait. Alors moi c'est une question, enfin plutôt deux, mais vraiment sur des points de détail. Alors tu as parlé de dolmen, ça ok, mais après tu n'as à aucun moment utilisé le mot de cromlech, tu as dit cercle de pierre. Ah pardon, c'est moi qui me suis planté alors, pardon. J'ai entendu cercle de pierre souvent, mais cromlech, il me semblait que tu voulais pas l'utiliser. Mais c'est d'accord. Ok, c'est moi qui ai mal entendu donc. Et après l'autre question, et je comprends que tu veuilles pas y répondre précisément, mais la hache de jadéite là qui a été retrouvée à Banca, dans le cadre de quelle fouille ou un peu dans quel secteur, sans dire où exactement, qu'on n'aille pas y faire des trous, je comprends bien, mais qui l'a retrouvé dans le cadre de quelle fouille comme ça? Bankar baten galderazian, Alors, oui, non. Sur cromlech, cercle de pierre, c'est simplement que cromlech, d'un point de vue dans la littérature archéologique, cromlech, c'est forcément funéraire. Donc, comme là, pour l'instant, on sait qu'il y en a une partie qui est funéraire, mais l'autre qui ne l'est pas, on va utiliser un terme plus générique, cercle de pierre, et puis peut-être que certains, on pourra les mettre dans cette case et d'autres dans d'autres cases. Voilà, c'est juste ça. Sur la hache, je peux le dire puisque je l'ai publié, donc c'est dans le Col des Unsaroy, il n'y a pas de... Voilà. Je l'ai trouvé tout à fait par hasard dans le tiroir d'un musée de Tarbes. Voilà. En 2016, nous avions organisé un colloque à Bayonne, les rencontres méridionales de préhistoire récente, qui a été publié. Et à cette occasion, il y avait eu une espèce de petite vitrine qui avait été faite dans le musée basque. Et j'avais fait venir cette hache par une convention à Bayonne. Donc, de ce que je sais, la convention, normalement, la date est passée. Mais visiblement, la hache est toujours à Bayonne. Voilà. Donc, si vous voulez aller au musée basque et si vous voulez me confirmer par un texto ou comme ça que la hache est toujours là, visiblement, le musée de Tarbes ne la cherche pas spécifiquement non plus. Normalement, elle est exposée en bas. Voilà. Donc il n'y a pas de secret. Elle est trouvée sur le col des Unsaroy, qui est juste à côté du col de Meatse. Voilà, c'est l'autre pendant. Alors visiblement, a priori, c'est pas découvert dans une fouille. C'est une découverte de surface, comme voilà. Voilà, ça arrive. Par contre, c'est effectivement un très beau produit. C'est un produit sur lequel on avait fait des analyses. On a pu découvrir de quel lieu dans les Alpes elle venait. Donc voilà. Donc c'est un bel objet et plutôt une typologie. Ce qui était intéressant, c'est que c'est une typologie. Les haches qui viennent des Alpes, elles vont. Il y a des modes, comme aujourd'hui dans plein de choses, et donc c'est un type qui était plutôt aimé au début du néolithique. Voilà, donc c'était assez marrant de voir qu'il y avait des types anciens ici, quoi. Là, on serait autour de 4000-4200 avant Jésus-Christ, quoi. Voilà.
Alors, bah ça peut être du proche en proche, c'est-à-dire que ça peut être ces extraits. Donc, alors en plus c'est particulier parce que c'est des systèmes où en fin de compte on est dans des systèmes où des productions où il y a des hommes ou des femmes qui vont être chargés d'aller extraire la matière. Alors c'est très très haut, c'est sur le mont Viso et sur le mont Megua, donc c'est à plus de 3000 mètres d'altitude, donc les carrières. Donc c'est accessible qu'à certaines périodes de l'année. C'est extrait notamment en utilisant le feu et en faisant éclater la roche. C'est des roches très très dures. Visiblement, ça c'est sur place. Il y a une première partie en fin de compte où on va commencer à préformer en fin de compte la hache, mais c'est descendu comme ça. Et il y a d'autres artisans qui sont spécialisés dans le fait de les finir, de les polir. C'est même pas les mêmes mecs qui font la fin de la taille et qui font le polissage, etc. Et après c'est envoyé. Et dans certaines régions, et par exemple en Bretagne, ils vont modifier les types. C'est-à-dire que les haches, elles sont assez épaisses, assez grandes. Ils vont garder la grandeur, mais ils vont les affiner. Et on sait notamment que les grandes haches très fines, en roche verte, comme ça, qu'on retrouve dans les tumulus de Bretagne, c'est globalement 1000 heures de travail juste de polissage par hache. Vous avez des tumulus comme celui de Saint-Michel, il y en a une centaine. Donc vous voyez le temps qui était perdu, qui était appliqué par les artisans de l'époque pour... Il y a un seul individu enterré dans ce tumulus. Donc le mec avait quand même les moyens de payer des artisans à travailler 1000 heures par objet pendant plusieurs mois, certainement. Et donc il fallait les nourrir en plus. Donc c'est-à-dire qu'eux, ils n'allaient pas au champ pendant ce temps-là. Donc c'est quand même des productions qui sont très intéressantes pour ça. Voilà, parce que là, celle de Banca est plus petite, mais elle est très belle. C'est un très bel exemplaire. Ouais. Allez, azken galdera bat edo hortan uzten dugu. Azkena, gu hainitz animaliak mintzatzen dugu, baina non da balaskia eta baratzea non da. Gure baratzea, antikoa baratzea non da. Ma question c'est parce qu'on a beaucoup parlé des animaux, mais à la fin tu as justement un peu plus parlé des céréales notamment. Donc ma question c'était un peu qu'est-ce qu'ils cultivaient à l'époque, à la préhistoire, parce que j'imagine avec les semences on va retrouver des choses. Et la question annexe c'est parce qu'en Esquara on dit baratzea. Baratza c'est le potager. En Egualde il y a beaucoup de petits potagers comme ça, baratza. Mais c'est aussi la sépulture je crois, iloria. Alors je voulais savoir si ça a une origine préhistorique et pourquoi c'est le même mot, la sépulture et le potager, baratzea. Ouais, alors sur la question étymologique, effectivement, je l'ai déjà entendu. Bon, moi, je suis pas du tout compétent là-dessus. Je pense que c'est des choses qui sont plutôt récentes, en fin de compte. C'est plutôt des utilisations récentes. Sur les céréales, alors à partir du néolithique, bon, c'est les blés. Il va y avoir plusieurs sortes de blés. On avait, notamment lors d'une fouille, alors, dans le secteur de Dax, on avait sorti des graines d'un petit silo. Il y avait 5 sortes de blé différentes dans le même silo. Donc ça peut vous donner... on n'a pas une espèce, on a plusieurs espèces. Après, ça va être les poissés, beaucoup de poissés, des lentilles, des pois, des petits pois, tout ce que vous pouvez imaginer dans ce genre de choses. Ça, c'est vraiment la base. Le millet, l'orge. Voilà. En fait, c'est très très varié. En fin de compte, tout ça s'aperçoit souvent quand on fait les prélèvements qu'on va avoir des choses très 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 variées. En fin de compte, c'est plusieurs espèces d'orge, plusieurs espèces de millet, plusieurs espèces de blé, etc., etc. Il n'y a pas fait pas de monoculture, quoi. Voilà. Et ça dure pendant très longtemps en fin de compte. Oui, et puis on est dans des périodes en plus où ils tentent des choses, il y a des choses qui peuvent venir d'ailleurs, il y a bien des objets qui naviguent, il doit y avoir des graines aussi, etc. On sait qu'il y a des céramiques qui naviguent, donc dans les céramiques il y a peut-être des choses aussi, etc. etc. Ça, voilà. Après, voilà, ça va être un petit peu différent à partir du moment où, d'ailleurs à l'Antiquité il va y avoir des changements par rapport à ça et on voit une régularisation dans l'alimentation. Dans les villes on mange comme ça, dans les militaires romains mangent comme ça, les ingénieurs romains mangent comme ça. C'est comme ça d'ailleurs qu'on peut les séparer un peu d'ailleurs. C'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est aperçu que par exemple ce qui était appelé le camp romain de Saint-Jean-le-Vieux n'est pas du tout un camp militaire parce que le profil alimentaire n'est pas du tout militaire, alors en plus du fait qu'il n'y a pas du tout d'armes qui a été retrouvé. Mais c'est un profil plutôt de CSP+, on dirait aujourd'hui, plutôt des espèces d'ingénieurs ou comme ça. Et le fait que le camp romain, en fait, la ville
l'utilisation de la ville, c'est sur le début du 2e siècle de notre ère. C'est au moment où il y a le plus d'utilisation des mines dans le secteur de Baïgori, Banca, etc. Bon, on se dit qu'ils sont peut-être pas là pour rien, ces ingénieurs, quoi. Voilà, surtout quand on voit les dernières fouilles sur Meatse, là, à Banca, où on a les mines typiquement romaines, bien carrées, avec tous les 50 mètres une encoche dans la roche pour mettre la lampe à huile. Voilà, on sent que là, on sent que il y a peut-être des mecs du coin qui travaillent dedans, mais ils sont bien briefés, quoi. Voilà. Alors l'or romain, si les Romains vont utiliser l'or, alors pas dans le secteur du Bastan. Et puis sur Cambo Itsasu, évidemment, les mines d'or de Cambo Itsasu sont très importantes. Ouais. Là, on a une grosse production. Ouais. Ouais. Dans ma jeunesse, j'ai entendu, je ne sais pas où, que Baratse, ça vient de paradisum, qui a donné paradis en français. Alors, est-ce qu'il y a... Ça peut t'aider? Ara, zuhurtziaz mintzatu zira. Mille esker anitz, Pablo, c'était vraiment très intéressant. Et on va s'arrêter là. Bon lurrama. Et ta bihar arte. Batzuan dako.